et bienvenue sur Public Sénat. Merci à vous de nous rejoindre. Allons plus loin encore ce soir. Voici le programme, c'est parti. Dans notre grand débat, nous reviendrons sur les questions posées autour de ce Black Friday qui a envahi nos espaces publicitaires. Plusieurs journées de super promos, mais qui n'ont plus vraiment le vent en poupe dans une société où l'on commence à s'interroger sur la surconsommation, sur la croissance, sur l'environnement. Plusieurs initiatives sont lancées pour s'y opposer. Consommation ou écologie, faut-il choisir? Hashtag ALPL pour réagir sur Twitter. Durant cette heure, nous irons également en salle des conférences. Nous ferons réagir sénateurs et sénatrices et ce sera à votre micro, Fanny Conquis. Oui, tout à l'heure, nous serons notamment avec Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR au Sénat. Vous le savez, à une semaine de la grande grève contre la réforme des retraites, Bruno Retailleau veut déposer une proposition de loi pour assurer un service minimum dans les retraites, un service minimum dans les transports, pardon. Alors quand, comment, pourquoi, nous en parlerons avec lui tout à l'heure. Merci beaucoup Fanny, à tout à l'heure. Et puis nous irons aussi dans l'hémicycle et ce sera avec vous Alexandre Poussard. Et oui, Rebecca, et le Sénat a rejeté en début d'après-midi le budget de la police et de la gendarmerie pour 2020. Un budget porté par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, et un budget qui était pourtant en hausse en 2020 avec des créations de postes dans la police, dans la gendarmerie, des enveloppes budgétaires supplémentaires, mais pas d'enveloppe pour l'équipement. Et ça agace beaucoup les sénateurs. Et vous nous expliquerez tout cela en détail tout à l'heure. Avant tout cela, le match des idées. Il va opposer dans un instant Agnès Verdier-Molinier à François Calfon. On va revenir sur les petites précisions apportées par Édouard Philippe hier sur la réforme des retraites. On a un calendrier, des lignes rouges et quelques gestes d'ouverture. On va en parler avec nos invités dans un instant après les explications et les réactions ici au Sénat. C'est avec Sandra Cerquera. Se montrer ouvert au compromis pour jouer l'apaisement, c'est tout l'objectif du gouvernement. Édouard Philippe reste ferme sur les régimes spéciaux tout en bousculant le calendrier. Le régime universel des retraites commencerait au plus tard en 2035, au lieu de 2025 pour les personnes déjà en activité. On ne change pas un contrat social brutalement. Nous allons mettre un terme aux régimes spéciaux. C'est la conséquence mécanique de l'instauration d'un régime universel de retraite. Mais nous ne voulons pas stigmatiser ceux qui s'y trouvent aujourd'hui. Autrement dit, l'universalité, oui. La brutalité, non. Le projet de réforme sera présenté début 2020. Pour René-Paul Savary, rapporteur retraite au Sénat, le gouvernement continue à maintenir un flou qui alimente les inquiétudes. S'il veut que cette réforme soit comprise par le maximum de personnes, il faut qu'il y ait un maximum de gagnants et très peu de perdants. Ce qui veut dire qu'il faut remettre de l'argent sur la table, puisque le mode de calcul des préconisations du haut-commissaire a été calé sur une trajectoire qui s'avère déficitaire dans les années 2025-2030. Donc il faudra trouver les moyens de combler ce déficit. Le gouvernement a garanti que la valeur du point de retraite sera indexée sur le niveau de salaire. Un système que la gauche continue de dénoncer. Bien évidemment, ce n'est pas les régimes spéciaux qui sont uniquement touchés, c'est l'ensemble des futurs retraités. Et le gouvernement a pris conscience que ça sera extrêmement difficile de faire avaler cette potion extrêmement amère aux salariés. Édouard Philippe se dit malgré tout déterminé face aux syndicats et à la mobilisation qui s'annonce. Un séminaire est même prévu ce dimanche à Matignon pour continuer à rappeler les éléments de langage et inviter tout le monde à faire de la pédagogie. Et ils sont là, nos matcheurs du jeudi. Agnès Verdier-Molinier, bonsoir. Présidente de la Fondation IFRAP, auteur de En marche vers l'immobilisme. François Calfon est également avec nous. Bonsoir. Conseiller régional d'Île-de-France, membre du bureau national du Parti socialiste et cofondateur de Gauche Nouvelle. François Calfon, Édouard Philippe nous a donné quand même quelques précisions hier. Un calendrier, un rejet assez clair de la clause du grand-père. Vous y avez trouvé votre compte ? Pas vraiment, en fait, parce que... Pour le reste, c'est quand même le grand flou. J'ai entendu d'ailleurs M. Delevoye qui disait et répétait à l'envi, c'est censé être le ministre des Retraites, que toutes les options étaient sur la table. Et j'ai surtout entendu toute la semaine un gouvernement faire feu sur le quartier général, c'est-à-dire feu sur les régimes spéciaux. Donc j'ai quand même un peu regardé combien de gens ça concernait et quel argent ça concernait. Combien de gens ça concerne ? Ça concerne 1,46%
des salariés. Et là-dedans, il n'y a pas que des régimes spéciaux déficitaires. J'ai d'ailleurs eu les honneurs du syndicat des médecins libéraux, parce que par exemple, il y a le régime spécial des médecins libéraux. Ben, figurez-vous qu'il est excédentaire et qu'ils vont reverser au régime général. Bon. Une fois qu'on a dit ça, on voit bien la manip qui consiste à faire le feu sur le quartier général des régimes spéciaux et en fait celui de la SNCF. Parce que hier, quand les gaziers et les électriciens ils ont évité le blackout à Paris, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens pour s'en plaindre en réalité, ce qui existe dans d'autres villes. Et ce que les gens comprennent, c'est tout simple, c'est que finalement, on va travailler plus longtemps, beaucoup plus longtemps, et toucher moins. Et l'OCDE, qui est venu au secours du gouvernement expliquer à quel point c'était une particularité française que ces régimes spéciaux, reconnaît quand même dans son rapport, j'ai lu l'ensemble des éléments, que l'âge effectif de non-activité est à 60,4 ans, qu'il y a une rupture, que les gens ne peuvent plus travailler. C'est la conséquence de l'éviction des seniors en emploi, c'est la conséquence des réformes successives de l'assurance chômage. Donc quand on compare des choux et des carottes, évidemment on considère que le régime de retraite français est inégalitaire. Mais en réalité, on travaille quasiment 4 ans de moins que le reste des pays de l'OCDE. Donc il y a un petit trou dans les caisses, c'est évident. Donc, en travail effectif, pas en droit de départ à la retraite. Ce gouvernement a tort de se focaliser sur ces 42 régimes spéciaux ? Le gouvernement... il essaie de faire ce qu'il peut avec les peu d'éléments qu'il a donnés pour comprendre ce qu'il veut faire. Donc là, il focalise sur les régimes spéciaux, mais il aurait dû focaliser sur l'âge depuis le début. Il aurait dû dire, comme dit le rapport OCDE, effectivement, que la France est le dernier pays. En fait, on part en moyenne âge effectif moyen de sortie du marché du travail, 60,8 ans. La Suède est à 66,4. Le Danemark à 65,1. L'Italie à 63,3. Enfin, on ne va pas refaire le match. Le sujet, il est là. Après, on peut... le sujet d'un régime universel, c'est très bien. C'est à partir de 2025 ou alors 2030 ou alors 2035, on ne sait pas encore. Mais ce n'est pas ça qui va résoudre les problèmes actuels de démographie. Parce qu'en fait, c'est un problème de démographie qu'on a. Voilà, ça veut dire qu'il faudra une deuxième réforme des retraites ? Mais bien sûr. Attendez, mais c'est là que le gouvernement ne nous dit pas les choses de manière assez claire. Édouard Philippe nous a dit « je veux faire une réforme universelle avec un système par points ». Okay. Et pour équilibrer les comptes, il faudra travailler plus longtemps. Donc il y a 2 réformes. Il y a la réforme qui arrivera en 2025 ou en 2000, je ne sais pas combien. Et puis, il y a la réforme qu'il va falloir faire tout de suite. C'est un peu l'accélération de la réforme Touraine ou la prolongation de la réforme Touraine avec de la prolongation des réformes aussi antérieures. La droite, la gauche, tout le monde a fait un peu le job. Et il faut aussi que les En Marche fassent le job, qu'ils assument de le faire et de dire tout simplement aux Français, si on ne fait pas ça, il va se passer 2 choses potentiellement. Soit les actifs vont perdre en pouvoir d'achat parce qu'il faudra augmenter les cotisations alors qu'on est déjà dans le top du top, et ça aussi l'OCDE le dit, des niveaux de cotisation par rapport aux autres pays. Soit les retraités actuels vont perdre en pouvoir d'achat parce qu'il faudra leur geler les pensions. Voilà, l'équation, elle est là. Donc, soit... Ça paraît simple quand elle le dit comme ça. Non, mais alors, moi, je trouve que c'est intéressant, là, grâce à ces chiffres, j'ai commencé à les citer, Agnès a fini de les citer. Dans le départ effectif à 60,8 ans, en gros, il y a 2 raisons. Il y a une raison qui convient aux libéraux, si j'ose dire. C'est l'âge légal qui est trop bas, disent-ils. Et il y a une autre raison, c'est le taux d'emploi des seniors. J'y reviens essentiellement. Et dans les pays que compare Agnès, comme par hasard, vous avez la Scandinavie. Moi, j'ai fait à l'époque, il y a 4-5 ans, parce qu'on fait plein d'études en France, mais on n'en tire pas les conséquences. Le voyage en Finlande, puisque c'est le pays où les seniors travaillent le plus longtemps. Par parenthèse, quand on va là-bas, on comprend pourquoi. Parce qu'en fait, il n'y a aucun migrant qui veut venir s'installer en Finlande. Donc, ils ont aussi un problème démographique. Ah oui. Et donc, ils se sont finalement collés au sujet du travail des seniors. Alors, par exemple, dans une organisation comme le Sénat, je dis ça en blaguant, ou dans n'importe quelle entreprise, entre midi et 2, les gens, ils font du vélo, ils font du sport. Et ils ont même, par ailleurs, des bonifications sur leur plan de retraite ou même de salaire quand ils se maintiennent en forme. Il y a une vraie politique de santé publique. Et il y a un changement culturel. Je constate que ce changement culturel n'est pas opéré. Et à chaque fois, chaque semaine, je le redis, ce 68,8, il va se dégrader, puisque la réalité, c'est que on va rejeter toute une série de seniors sur le marché du travail. Je parle des seniors supposément en emploi. Et pendant le même temps, les mesures d'âge dans les entreprises, c'est-à-dire le licenciement des plus âgés, continue. Il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Donc après, on peut insister, c'est pas moi qui le ferai, sur l'influence de l'âge légal de départ. Il faut déjà régler ce problème. Bah, bien sûr, et on ne le règle pas, là, moi, je pour le coup, répondre depuis à plus de 10 François ans. En citant l'OCDE, encore ce rapport.
Et dans ce rapport, il y a des représentations qui montrent que plus vous déplacez l'âge de départ à la retraite, plus vous augmentez, et tous les pays en fait qui ont les meilleurs taux d'emploi pour les seniors, ce sont aussi bizarrement les pays, ce sont aussi bizarrement les pays qui ont relevé l'âge de départ. Et la représentation graphique, j'invite tous ceux qui peuvent consulter le rapport de l'OCDE à consulter cette représentation graphique, elle est incroyable. C'est-à-dire que tous ceux qui disent sur tous les plateaux télé que repousser l'âge de départ à la retraite, ça va aggraver le taux de chômage des seniors, c'est pas le cas dans ces pays-là. C'est absolument faux. Voilà, c'est bien de dire. Il n'y a pas de corrélation entre ces deux éléments. Et même il y aurait dans tous les pays une amélioration. Plus vous avez un âge de départ qui est éloigné, meilleur vous avez dans la plupart des pays un taux d'emploi des seniors. Dans tous ces pays sociaux-démocrates, je ne parle pas de leur gouvernance, elle peut aussi être chrétienne sociale, ça n'a aucune importance. La question de l'organisation de la protection sociale n'est pas une victoire des uns contre les autres. C'est-à-dire que si vous décidez à un moment donné qu'il faut travailler plus longtemps, eh ben, tout le monde s'en donne les moyens. C'est-à-dire que ce n'est pas, comme c'est fait actuellement et trop souvent, une logique punitive de « ils sont fainéants, ils ne veulent pas travailler ». C'est une organisation sociale qui se met en place et qui se donne les moyens à tout niveau, qui se donne les moyens de tendre réellement vers l'objectif. Ce n'est pas ce qu'on fait parce que le taux d'emploi ne progresse pas. On est à la veille de manifestations, de blocages, de grèves qui vont être assez importants. Est-ce que, franchement, avec les syndicats que nous avons en France, tous, en partant de la CFDT, en passant par la CFE-CGC, par l'UNSA, par la CGT, par Sud, est-ce qu'il y en a un qui va enfin dire les choses et dire oui, il faut travailler plus longtemps. Mais moi, il faut repousser l'âge de départ à la retraite. Parce que tout le reste, c'est du blabla. Tout le reste, ça n'a aucun intérêt. Oui, mais le problème... Ce sont des défenses de mode de calcul, de machin. Je comprends. Alors, comme on n'est pas hors contexte, déjà, vous avez cité la réforme Touraine. Comme par hasard, la réforme Touraine, ça n'a pas fait de vague. Parce que ce n'était pas tout à fait le même contexte et la manière dont on a pris les choses de manière non conflictuelle. Deuxième chose, il y a un sondage qui est sorti ce jour sur les motivations à participer à cette grève. Mais la motivation principale de participer à cette grève, c'est l'opposition des salariés de ce pays, des citoyens, au gouvernement. Ce n'est pas la question centrale. Juste pour conclure, un sujet. Ni du vôtre. Il y a vraiment un paradoxe dans la position de nos syndicats. Parce qu'en même temps, ceux qui manifestent en disant on ne veut pas qu'on nous siphonne nos réserves, les 126 milliards ou 130 milliards de réserves, Agir Carco, etc., médecins... Ce qui est vrai, c'est vrai que c'est fait. Attendez, non mais... À ce moment-là, il devrait dire deux choses. Un, convergence des modes de calcul entre les différents modes de calcul des pensions, avant même de passer à un système universel. Et il m'a semblé que l'UNSA et la CFDT n'étaient pas contre un régime de retraite universel. Et deux, report de l'âge. Voilà, les syndicats devraient prendre leurs responsabilités et avoir un discours de vérité en la matière. Parce qu'en attendant, vous l'avez dit, Agnès Verdet-Molinier, c'est un jeudi noir qui se profile. Tous les secteurs sont concernés, syndicats, partis d'opposition et gilets jaunes appellent à faire grève. Un sujet inquiète particulièrement, c'est ce qui va se passer dans les transports en commun. La SNCF a fermé sa vente de billets du 5 au 8 décembre. Mais alors, où en est Bruno Retailleau qui propose une loi pour mettre en place un service minimum garanti aux heures de pointe? On va lui poser la question puisque le patron des sénateur LR est en salle des conférences avec Fanny Conqui. Bruno Retailleau, vous souhaitez une loi pour instaurer un service minimum dans les transports. Quand sera déposée cette proposition de loi concrètement? Comme prévu, j'avais indiqué que je la déposerais pour le 5. Elle sera déposée sans doute quelques jours avant. Elle pourrait être discutée au mois de janvier ou février, donc très très rapidement. Mais je souhaite que désormais on puisse avoir en France, enfin, pour les usagers, pour ceux et celles qui sont souvent les Français les plus fragiles, qui ne peuvent pas se payer le taxi, un nouveau droit, ce service public des transports, mais qui soit un service garanti. L'idée donc de déposer cette proposition de loi au moment de la grève du 5 décembre, c'est symbolique, c'est une date symbolique pour proposer. C'est symbolique, c'est pas la première fois. Mon groupe et d'autres sénateurs LR avaient depuis plusieurs années même déposé un certain nombre de textes. Ça fait longtemps que nous souhaitons dans notre famille politique un vrai service minimum garanti. Il y a eu une première étape, c'était avec Nicolas Sarkozy en 2007, mais malheureusement elle n'est pas suffisante. Voilà, c'est un droit d'information, c'était encore une fois un petit progrès, mais c'est en aucun cas un service public minimum garanti. C'est-à-dire vous souhaitez qu'il puisse y avoir des réquisitions, comme c'est le cas par exemple à l'hôpital? Je souhaite qu'il puisse y avoir effectivement dans une journée aux 2 heures de pointe, l'heure de pointe du matin, l'heure de pointe de l'après-midi, un tiers du trafic
qui puisse circuler. Un tiers. Voilà, donc c'est pas un service total, c'est un service public minimum partiel. Je pense que c'est important. N'est-ce pas quand même une remise en cause du droit de grève? C'est ce qu'on me dit à chaque fois. Mais le droit de grève en France n'est pas un droit illimité de blocage. Voilà. Je pense que, d'abord, vous l'avez souligné, il y a des fonctionnaires en France qui sont interdits de droit de grève. Il y en a d'autres qui peuvent être réquisitionnés, tout comme d'ailleurs dans d'autres grandes démocraties. Non, il y a d'un côté une valeur constitutionnelle, c'est-à-dire le droit de grève, mais il y a de l'autre une autre valeur constitutionnelle qui est le principe de continuité des services publics. Moi, je veux trouver précisément le point d'équilibre pour concilier ces droits. Et je pense encore une fois aux Français les plus fragiles. Le droit de grève, c'est aussi un droit qui comprend un certain nombre de limites. Est-ce que vous pensez que cette proposition de loi, si elle est donc adoptée au Sénat, est-ce qu'elle peut être mise à l'ordre du jour à l'Assemblée et votée par les députés? Écoutez, moi je l'espère. Je l'espère. Si le gouvernement a un peu de courage, si le gouvernement va au bout de ce qu'il souhaite, il dénonce le risque de blocage. Le gouvernement s'est déjà prononcé sur le fait qu'il n'était pas favorable à une nouvelle loi. Bien sûr, mais comme d'habitude, c'est-à-dire parler fort, dénoncer, pointer du doigt tel ou tel syndicat, très bien. Mais qu'est-ce qu'on fait pour améliorer le quotidien des Français? Moi, je fais une proposition, c'est tout. Parce que quand on est législateur, de même que lorsqu'on appartient à un gouvernement, on devrait avoir à cœur de faire avancer les choses. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation est satisfaisante? Eh bien, elle ne l'est pas. Alors, faisons bouger les choses. Merci, Bruno Retailleau, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Fanny. Vous êtes sur la même ligne, Agnès Verdier-Molinier? Je trouve sa proposition intéressante parce que c'est vrai qu'on l'oublie, mais nos policiers, nos militaires, on ne les voit pas beaucoup bloquer le pays et faire grève. C'est normal, voilà, ils n'ont pas forcément la possibilité de le faire. Du côté des hôpitaux, on a eu des grèves des urgentistes ces derniers jours et il y avait une obligation de maintenir le service public de l'hôpital. C'est normal, c'est une question aussi de vie ou de mort. Après, la question de pouvoir aller travailler le matin et rentrer de son travail, c'est aussi un minimum de services publics à permettre pour les Français. Et c'est vrai que nous, en France, on n'a jamais été très très clair justement sur l'encadrement du droit de grève. Alors, il y a le service minimum de Nicolas Sarkozy, mais finalement, c'est depuis 1945 qu'on aurait dû prendre des dispositions beaucoup plus claires. Et comme notamment ce qui se passe en Allemagne, ceux qui sont sous statut à vie sont très limités dans leur droit de grève. C'est-à-dire que nous, en face du statut, on n'a pas osé, on a étendu énormément le statut, on l'a étendu aux collectivités locales, aux hôpitaux, etc. Mais on n'a pas du tout osé imposer une garantie de service public finalement. Et là, ça pose quand même un problème philosophique, c'est-à-dire comment on peut avoir d'un côté des pensions meilleures, un emploi garanti à vie, et de l'autre côté être dans une situation où on est en permanence... Là, mais où on est dans une logique de blocage du pays, dans une logique de blocage des déplacements. Je crois que là, on devrait sortir un peu de cette vieille vision, finalement, un peu périmée. Inondation en Louisiane, les États-Unis sont bloqués 6 mois. Inondation en France, vous avez des gaziers, des électriciens. Continuité des services publics à minuit, à 1h, à 2h du matin, qui rétablissent les lignes. Hier, choc électrique à New York, vous avez une semaine New York en blackout. Choc électrique hier, parce que c'est pas par miracle que quand vous avez un dépôt électrique à Cergy qui se met à brûler, ça coupe tout Paris, que c'est rétabli. C'est parce qu'il y a des gens qui assurent le service public. Mais grève dans les transports, vous avez des millions de personnes qui sont bloquées, je rétablis le contexte, parce que là, on a eu le tableau de la France. Mais toujours avec les comparaisons qui vous arrangent. Non, mais c'est important, parce que les services publics, il suffit de voyager pour savoir qu'ils ne fonctionnent pas si bien dans beaucoup de pays modernes. Chez nous, ils sont beaucoup plus chers, vous oubliez de le dire aussi. La contrepartie, c'est que quand on a... Bizarrement, mais beaucoup d'argent et on n'a pas forcément le meilleur. La contrepartie, c'est que quand on a une maladie grave, on est pris en charge à 100%, on est pris en charge à l'hôpital. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce qu'il faut assurer une forme de prévenir les grèves? C'est le contexte de la loi de 2007. Et à part cet événement majeur du 5 décembre, auquel convenons que... Et la suite, on n'en sait rien. Mais là, et la suite possible. Convenons que le gouvernement met des bûches dans la cheminée. En septembre, on n'a pas eu beaucoup de métro non plus. S'il vous plaît. Le jour où il y a mais c'était toujours sur la question des retraites. La loi Sarkozy, j'ai peut-être du mal à le reconnaître, mais c'est la vérité, a fait que la conflictualité, notamment à la RATP, a chuté de manière considérable. Et que cette continuité de service a été garantie à la RATP. Donc je pense qu'il y avait pour vous, ça suffit. Pour moi, ça suffit. Il n'y a pas besoin de Et quand j'entends M. Retailleau, je me dis aussi une chose de nature plus politique et moins juridique, c'est qu'il y a une majorité de Français, que ça plaise ou non, même si ça réduit,
qui disent s'opposer à cette loi. Mais la vérité, c'est que l'exercice effectif du droit de grève dans le privé, compte tenu de ce qu'est la pression, la précarité, elle n'est pas effective. Il y a même deux sondages qui nous disent... Je vous donne les chiffres, il y a 2 sondages qui disent effectivement que près de 60% des Français soutiennent ce mouvement de grève. Donc en réalité, depuis 1995, je vais encore énerver plus Agnès Verdier-Molinier, mais tant mieux, ça fera un vrai débat. Il y a une notion de grève par substitution qui se fait. Et on sait très bien, c'était le cas en 1995, que ces agents du service public pointés du doigt, c'est quasiment devenu une antienne, sont ceux qui font grève pour les autres, dans une certaine mesure. Et dans une certaine mesure, c'est au gouvernement de montrer le chemin de sortie de ce grand brouillard sur la question des retraites. S'il n'y avait pas eu grand brouillard, nous n'en serions certainement pas là. Là, François nous sort le ronron permanent qui est de dire on fait grève par procuration, etc. Mais ça, c'est juste pas recevable. Mais néanmoins... J'étais sûr, hein, j'ai appuyé sur un bouton, ça fait une réaction. Non, mais c'est le côté pavlovien d'Agnès Verdier-Molinier. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Pourquoi les Français, soi-disant, soutiennent ? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait absolument pas ce que c'est que cette réforme. Non, c'est vous qui l'avez dit. C'est parce qu'il y aura plus de perdants que de gagnants. Donc je trouve qu'on devrait autoriser à faire grève que quand on connaît le texte pour lequel on c'est plutôt le boulot du gouvernement fait grève. Là, il y a un vrai sujet. C'est-à-dire, je pense qu'on le connaîtra après le 5 décembre. Non, mais comment est-ce qu'on peut décider de faire grève un 5 décembre quand on n'a pas encore le texte ? Non, mais c'est un argument fallacieux. Parce que si on dit on a le droit de faire grève que quand on a le texte, à ce moment-là, l'enfumage du gouvernement, qui est une méthode assez originale, aucun gouvernement n'avait fait ça, va devenir la règle. Ils montreront jamais les projets, comme ça on n'aura plus le droit de faire grève. Ça n'a aucun sens. Il y a une grève tous les 2 jours. Donc il y a un problème de responsabilité aussi. Comment est-ce qu'on peut décider d'arrêter les services publics alors qu'on ne connaît même pas les modalités de la réforme ? Moi, je vais vous dire, je reviens au contexte social. Comment est-ce qu'on peut interroger les Français sur un texte ? Vous avez dit les Français sont contre la loi. Elle est où la loi ? Vous l'avez lu ? Vous avez eu les articles de loi ? Le texte n'est pas écrit encore. Non, mais il l'est peut-être. Personne ne croit que, par exemple, cette histoire du point de retraite qui sera demain fixé administrativement ne soit pas une sauce à laquelle les uns et les autres sont mangés par Bercy. Il a apporté des garanties. La retraite par points existe déjà. La retraite par points existe déjà. Agir Carco, c'est déjà par points. Donc voilà. Enfin, je trouve que ce gouvernement est certes mauvais dans sa communication. Il a du mal à dire les choses telles qu'elles vont être. Mais il y a aussi un vrai sujet. Est-ce que des syndicats ont le droit de bloquer des transports publics sur une réforme dont on ne connaît pas la première ligne. Voilà. Je vous laisse une minute après. C'est un élément de contexte. Quand on débattait de ça au début, que cette réforme pointait son nez, l'inflammation sociale n'était pas là. Et donc je pense que c'est le côté apprenti sorcier de ce gouvernement qui a nourri cette contestation sociale. Ensuite, Agnès Verdier-Molinier, pardon, mais je ne suis pas leur avocat, mais il y a un certain nombre de syndicats réformistes, l'UNSA, la CFDT, qui acceptent un certain nombre de principes, et eux-mêmes ont été pris à la fois par l'écran de fumée du gouvernement, et aussi, il faut bien le dire, vous avez cité la grève de la RATP, ou même certaines grèves sauvages de la SNCF, mais c'est parti par la base, C'est pas les centrales syndicales qui ont mis le feu. Ils acceptent des principes, mais en fait, ils ne les acceptent pas parce que le Conseil d'orientation des retraites, que vous savez, qui est composé des syndicats à la fois d'employeurs et de salariés, a donné un rapport qui est très clair. 2025, c'est entre 7 et 17 milliards de déficit. C'est pas pareil, 7 et 17. Donc, on peut tabler sur environ 12. On sera d'accord, parce qu'environ 12, c'est à peu près 1,2 point de croissance 1 million de chômeurs en moins, moyenne. C'est 25 milliards de plus pour le régime. Donc, 12 milliards de déficit en 2025. Si vous le financez par des augmentations de cotisations, tous les actifs sont perdants. Si vous le financez par des gels de pension, tous les retraités sont perdants. Donc, à un moment, nos syndicats doivent aussi accepter... On a compris le message, mais je suis pour l'indépendance syndicale, donc je ne peux pas répondre à leur place. Troisième thème de ce match. Vous les connaissez bien, cela dit. Troisième thème de ce match, les crédits alloués à la sécurité dans le budget 2020. Ils étaient en débat au Sénat et ils ont été rejetés. Pourquoi, Alexandre Poussard, qu'on retrouve en direct de l'hémicycle ? Eh bien oui, Rebecca, c'est étonnant, car pourtant, le gouvernement avait mis les moyens en 2020, notamment pour essayer de répondre au malaise des forces de l'ordre, qui sont frappées par une vague de suicides, qui dénoncent leurs mauvaises conditions de travail. Et donc, le gouvernement avait prévu un budget en hausse pour 2020. Regardez, avec une enveloppe supplémentaire dans le budget de 525 millions d'euros, 1400 créations de postes dans la police nationale, 490 créations de postes dans la gendarmerie nationale. Les sénateurs auraient dû être plutôt satisfaits par ce budget,
budget de la police? Eh bien non, car il considère qu'il y a un parent pauvre dans ce budget, c'est l'équipement des forces de l'ordre et notamment les voitures de police qui sont vieillissantes. L'État ne met pas assez de moyens pour les renouveler. Écoutez le rapporteur du budget de la police au Sénat, le sénateur Les Républicains, Philippe Dominati. Les crédits affectés au renouvellement des véhicules, qui constituent, à mes yeux, un bon indicateur de la volonté de restaurer la capacité opérationnelle des forces de l'ordre, apparaissent cette année très insuffisants. 40 millions d'euros supplémentaires auraient été nécessaires pour empêcher le parc des deux forces de vieillir ou de voir son format réduit, alors même que son état est d'ores et déjà préoccupant et que les véhicules constituent un des principaux outils des agents, notamment pour la gendarmerie nationale. Regardez maintenant les chiffres qui illustrent ce manque de moyens en termes d'équipement des forces de l'ordre. Il y a actuellement 8300 voitures de police qui sont hors limite d'âge, mais qui sont quand même en service aujourd'hui. Quand on regarde le budget de fonctionnement de la police, qui permet notamment de renouveler ces véhicules, eh bien, il est en chute de 8% par rapport à 2019. Et quand on regarde le budget d'investissement qui pourrait permettre de rénover des commissariats, par exemple, il est en chute de 15% par rapport à l'année dernière. Le compte n'y est pas pour les sénateurs, d'où ce rejet du budget de la police. Alors, les voitures de police sont vieillissantes, mais les policiers auront l'année prochaine des lanceurs de balles de défense tout neufs, car le gouvernement vient de lancer une commande de 1600 LBD pour la somme d'1,5 million d'euros. Et je ne vous cache pas que cette information fait réagir en plateau. Merci beaucoup Alexandre Poussard en direct de l'hémicycle du Sénat. François Calfon. Écoutez, le gouvernement paye lourd la facture des gilets jaunes et de la mobilisation des forces de police. Donc il faut rassurer les syndicats. Donc ça a été à livre ouvert, notamment sur les recrutements. Est-ce qu'il fallait recruter comme ça? Je ne suis pas assez spécialiste de la police pour le dire. Est-ce qu'il faut un peu augmenter les salaires et les primes? Oui. Est-ce qu'il faut enfin gérer ce ministère? Pardon de le dire. Et ça date pas d'hier, peut-être. Parce que quand vous regardez le volume d'heures supplémentaires qu'on a commencé à résorber, c'est tout à fait scandaleux. Et puis c'est pas parce que, pour le coup, il y a des restrictions d'expression, de droit de grève dans la police, que pour autant on doit s'interdire tout management de ce ministère. Je sais, pour un homme de gauche, j'ai dit un mot un peu terrible, mais je pense qu'on ne peut pas rester autour du problème police. Parce que tout le monde sait très bien à la fois qu'on a besoin de forces de police et à la fois qu'il faut que ce métier change, évolue, etc. etc. Et ça, je crois que c'est un élément principal. La deuxième chose, c'est que, bien évidemment, le petit clin d'œil sur les LBD montre qu'il y a quand même un problème, c'est rien de le dire, moi je ne suis pas fasciné par ça, mais de dégradation des relations entre la police et la population française. En une minute, Agnès Verdi. Non, mais ce qui est certain, c'est qu'on a mis le paquet sur les dépenses de personnel. D'ailleurs, que ce soit pour la gendarmerie ou pour la police, on voit une évolution de soit 2%, soit 3% des crédits. Et quand on regarde l'investissement, on voit bien que c'est 5% de moins pour la gendarmerie et 26% de moins pour la police. Donc là, je trouve qu'il y a un vrai décalage entre tout ce qu'on dit sur les plateaux en disant les taux sont bas, il faut emprunter pour investir, etc. En fait, non, on n'emprunte que pour les dépenses de personnel, de fonctionnement, mais sur l'investissement, pas du tout. Et à un moment, on va se réveiller et se dire, mais attends, qu'est-ce qu'on a fait toutes ces années pour remettre en état le patrimoine national, pour investir justement dans les, je sais pas moi, dans des voitures blindées, etc., etc. Non, on les aura pas. Voilà. Et c'est pareil aussi pour la défense. Donc tout ce qui est force de sécurité. On peut aussi parler du pénitentiaire, où c'est vraiment une catastrophe, parce que le gouvernement s'était engagé à 15 000 ou 16 000 places de prison sur plus que le quinquennat, mais c'était le chiffre initial. Et puis après, c'était 7 500 sur le quinquennat. Et puis après, 7 000. Et puis quand on regarde le budget de la justice 2020, on voit que les 7 000 places de prison, on les aura jamais d'ici 2022. Donc moi, j'aime bien quand on nous dit on emprunte plus de 200 milliards d'euros par an, c'est pour investir. Et qu'à la fin, quand on regarde dans les crédits, l'investissement, on ne le retrouve pas. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? Comme tous les autres gouvernements, on fait 2 milliards de plus sur les dépenses de personnel. Et puis donc, l'avenir, on ne sait pas comment ça se fera. Et on s'arrêtera sur votre conclusion. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. LPL continue avec le grand débat. On va s'arrêter sur un petit événement qui vous concerne de très près, un événement commercial. Vous en avez forcément entendu parler, c'est le Black Friday, on le dit en plateau. Il s'est progressivement imposé en France, devenant l'un des moments de consommation les plus puissants de l'année, presque au niveau de Noël. Mais là, cette année, l'ambiance est un peu différente. Les critiques se font de plus en plus nombreuses, elles viennent même du gouvernement. Voyons pourquoi avec Paul Thierry. Le Black Friday, ou Vendredi Noir, est sous le feu des critiques.
Cette journée dédiée aux réductions commerciales importées des États-Unis débute ce soir. La ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne, s'est emparée du sujet. Les grands gagnants de cette opération, de cette énorme opération commerciale, c'est les grandes plateformes en ligne, dont je ne pense pas que ce soit les amis des petits commerçants, et qui par ailleurs donc, vont livrer au lendemain du Black Friday des millions de colis partout en France, avec tout ce que ça pose comme problème d'embouteillage, de pollution et d'émissions de gaz à effet de serre. Cette semaine, les députés ont voté un amendement en commission réglementant les pratiques commerciales trompeuses pour encadrer ces promotions. À l'origine de cette législation, Delphine Batho, qui mène aussi son combat sur les réseaux sociaux. Mais certains parlementaires jugent cette bataille contre-productive. L'année dernière, on a eu les gilets jaunes. Les commerçants ont connu vraiment des régressions de chiffre d'affaires extrêmement importantes. Bon, donc il faut laisser le commerce se faire. Aujourd'hui, se fait un petit peu différemment de ce qu'on connaissait hier. Il ne faut pas avoir nostalgie, il faut voir en avant. Légiférer ad vitam aeternam, ça n'est pas responsabilisant pour les consommateurs que nous sommes. Selon une étude réalisée par l'UFC Que Choisir, seulement 8,3% des 31 603 produits suivis l'an passé ont vu leur prix réellement baisser pour le Black Friday. Et les baisses de prix atteignent en moyenne pas plus de 7%. Et avec nous pour le grand débat d'Allons plus loin, Olivier Cadic, bienvenue. Vous êtes sénateur Union centriste représentant les Français établis hors de France, vice-président de la délégation sénatoriale aux entreprises. Hervé Kempf, bienvenue. Vous êtes rédacteur en chef de Reporter, auteur de ce livre « Tout est prêt pour que tout empire, 12 leçons pour éviter la catastrophe ». Johan Petiot, bienvenue. Vous êtes directeur général de l'Alliance du commerce qui représente les grands magasins et toutes les enseignes de l'habillement et des chaussures en France. Et Fleur Berlingen, bienvenue. Vous êtes directrice de l'ONG Zero Waste France, association qui milite pour le zéro déchet, zéro gaspillage. Et vous avez lancé un défi, vous nous en parlerez probablement, Rien de neuf, qui consiste à limiter ses achats de produits neufs au maximum. Merci à tous les quatre d'être ici. Bruno Cadic, on entend des membres du gouvernement sérieusement critiquer ce Black Friday. Je vous cite juste Brune Poirson, peut-être pour commencer. Le Black Friday est une double arnaque pour la planète et pour le pouvoir d'achat. Est-ce qu'elle a raison ou est-ce qu'elle y va un peu fort ? D'abord, c'est Olivier Cadic. Pardon. Je vous en prie. Qu'est-ce que j'ai dit ? Et Bruno. Ah bah alors là, voilà, c'est une erreur parce que c'était écrit. Pardonnez-moi, monsieur. C'est pas grave. Écoutez, c'est son avis, pourquoi pas. Chaque avis, c'est la liberté d'expression. C'est une opération commerciale qui a démarré aux États-Unis, qui a eu un succès extraordinaire. Les Chinois ont le leur le 11 novembre, ce qui est réservé aux célibataires. 11 novembre parce que c'est 1-1-1, donc c'est pour voilà, c'est une action commerciale très importante. Ça a tellement bien marché que généralement, quand on a une bonne idée dans les affaires, elle est souvent reprise. Et donc ça s'est repris même chez nous. C'est un moment de rendez-vous pour les commerçants qui cherchent à attirer les clients. C'est ça. Donc on le prend pour ce qu'il est. Hervé Kempf, vous le voyez comme ça, vous aussi ? Ou vous êtes plutôt d'accord avec Brune Poirson ou même Elisabeth Borne qui parle d'une frénésie de consommation qui nous pousse à acheter des objets dont on n'a même pas besoin ? Je suis a priori beaucoup plus d'accord là-dessus avec Madame Poirson et Madame Borne qu'avec Monsieur Olivier Cadic. C'est pas parce que les États-Unis et les Chinois font des choses bêtes qu'on doit faire pareil. Donc je pense qu'effectivement, il faut mettre un terme à cette frénésie consommatoire. Et je serais heureux aussi que le gouvernement soit cohérent, c'est-à-dire arrête par exemple d'accorder des autorisations de construction d'immenses entrepôts dans des zones commerciales, par exemple à Amazon, qui vont stimuler le commerce électronique. Donc vous applaudissez le discours, mais vous dites que les actes finalement sont incohérents. Absolument. Vous êtes d'accord, Johan Petiot ? Moi, ce qui nous inquiète profondément dans les débats qui sont nés depuis le début de la semaine, c'est ce discours anti-consommation et de pointer à l'index à la fois le commerce et le consommateur derrière. Je pense qu'il y a déjà... Ces déclarations interviennent dans un contexte que l'on sait très difficile depuis 1 an pour le commerce et les clients dans de nombreuses villes. Il y a quand même eu des fortes baisses d'activité pour beaucoup. Et là, ça fait 1 semaine où, pour le coup, on parlait commerce, où on respirait un peu. Et c'est vrai que ce débat-là est plutôt malvenu dans le contexte très compliqué qu'on a connu et qu'on va connaître dans 1 semaine. C'est important de le rappeler. Donc si en effet ils peuvent faire leur activité pendant 1 semaine par mois, c'est déjà bien. Après, au-delà de ça, je pense qu'il y a le vrai sujet derrière de mieux consommer. Bien sûr, c'est une tendance que l'on connaît et je crois que les consommateurs n'ont pas attendu que le gouvernement leur dise comment acheter. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on voit cette tendance évoluer. Par exemple, dans notre marché qui est celui de la mode, la seconde main, ce qu'on appelle quand vous revendez
vendez vos propres vêtements, ça représente déjà 1 milliard d'euros. Ça a énormément cru ces dernières années et c'est en forte croissance dans les années à venir. Donc ces nouveaux modes de consommation, ils existent déjà et les clients en ont déjà conscience. Donc je pense que les clients peuvent aussi se saisir de cette opération du Black Friday, pour aller aussi vers des offres peut-être plus responsables, vers des offres made in France, Après, je pense que le client... Mais le Black Friday n'est pas une arnaque, comme le dit Brune Poirson, quoi. En tout cas, je pense qu'on ne peut pas mettre à l'index la consommation et les consommateurs. On arrive à des discours qui sont dangereux. On voit des actions qui ont été parfois violentes à l'encontre de certains commerces. Je pense que ce genre de discours est assez dangereux. Et puis, je rajoute, le Black Friday est quand même soutenu par un grand nombre de Français. Je crois qu'il y a 2 Français sur 3 qui ont souhaité ou qui souhaitent. Et notamment ceux qui en ont besoin, ne serait-ce que pour faire des achats à moindre coût, évidemment. Flore Berlingen, vous entendez tous ces arguments où vous nous dites non, stop à ce Black Friday? Je crois qu'il faut arrêter de voir le Black Friday comme un cadeau qui est fait aux consommateurs. C'est tout sauf ça. En réalité, les seules personnes qui s'enrichissent ce jour-là, ce sont les grandes enseignes, ce sont les propriétaires, les actionnaires et les dirigeants de ces grandes enseignes. Et aujourd'hui, le Black Friday, ça reste un chiffre d'affaires énorme. Je crois qu'on annonce 5,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour la France. Donc à comparer aux 1 milliard d'euros de la vente seconde main que vous évoquiez, on voit l'écart encore qui nous reste à parcourir, puisque ce 1 milliard c'était par an, si j'ai bien compris, et là on est sur une seule journée. Enfin bref, on a encore un grand rattrapage à faire sur les alternatives à la consommation de produits neufs, parce que c'est ça qui est vraiment en jeu aujourd'hui. Très concrètement, pourquoi il vous gêne ce moment de grande consommation, au-delà de la question philosophique qu'on peut entendre évidemment, mais très concrètement, j'entendais effectivement Elisabeth Borne nous dire l'année dernière, le Black Friday a donné lieu à la livraison d'1 million de colis. Et ça, très clairement, quand on cherche à réduire le CO2, c'est oui, il y a un impact environnemental qui est évident, à la fois sur le transport, donc, puisque une partie de ce chiffre d'affaires se fait sur les plateformes de e-commerce, mais aussi parce que tout cela, ce sont des produits neufs, et chaque produit neuf qu'on met sur le marché a un impact environnemental énorme qu'on ne voit pas, puisque ça se passe bien avant l'arrivée en rayon ou sur les plateformes. Mais par exemple, derrière une tablette, vous avez une consommation de matières premières qui est de l'ordre de 340 kilos consommés pour la produire, plus l'impact CO2, plus la consommation d'eau, etc. Donc c'est une débauche de consommation pour en arriver à mettre sur le marché des produits qui vont être de faible durée de vie, qu'on va renouveler sans cesse sous l'influence de la publicité et des promotions. C'est pour ça que c'est vraiment le système promotionnel dans son ensemble. C'est pas seulement le Black Friday, même si c'est peut-être l'excès qui nous fait réagir. Mais en fait, en réalité, c'est le système promotionnel et le système publicitaire dans sa globalité qu'il faut questionner aujourd'hui. Alors, pas mal d'initiatives se sont mises en place contre ce Black Friday. Il se trouve qu'il coïncide avec la marche pour le climat organisée chaque dernier vendredi du mois. Du coup, cette fois, l'événement prend un autre nom, le Bloc Friday. Vous allez voir une affiche. Des militants d'Extinction Rébellion seront aussi dans la rue. Ils prévoient une action contre un système capitaliste qui, je cite, fait du profit sur ce qui ne lui appartient pas, le vivant. Consommer ou protéger la planète, faut-il choisir? Je vais vous reposer à vous la question dans un instant, mais d'abord on va demander à Jean-Marc Gabouty ce qu'il en pense. Le sénateur RDSE de la Haute-Vienne est en salle des conférences avec Fanny Conqui. Jean-Marc Gabouty, demain c'est le Black Friday. Que pensez-vous de cet événement? Est-ce que c'est pour vous un événement de surconsommation anti-écologique, comme semble le penser Elisabeth Borne et Brune Poirson? Écoutez, moi je suis plutôt par essence, par conviction, pour la liberté du commerce. Ceci étant, cet événement d'inspiration anglo-saxonne, je dirais, est l'organisation d'un pic de consommation totalement artificiel qui, sur un plan économique, contrairement à ce qu'a dit notre ministre Bruno Le Maire, je ne partage pas son avis, ne présente aucun intérêt sur le plan économique. Les achats sont déplacés, on fait des sortes de soldes avant les soldes, donc c'est une opération de marketing. En termes écologiques, la question se pose aussi du transport, des émissions de gaz à effet de serre. C'est un problème aussi écologique, ce Black Friday? Par ricochet, c'est effectivement un problème écologique dans la mesure où les principaux bénéficiaires du Black Friday sont les entreprises de vente à distance et notamment les plateformes qui génèrent effectivement plus de transport que des magasins de quartier, des magasins de ville. Voilà, donc c'est un effet qui n'est pas l'effet principal, parce que je crois que l'effet principal, c'est un effet de
dérive de la société de consommation vers une certaine forme de frénésie dans les achats. Mais ça a un impact écologique qui doit être plutôt négatif, comme l'a dit Elisabeth Borne. Oui. Alors, comment consommer mieux? Quelles doivent être les nouvelles pratiques alors pour consommer mieux? Consommer mieux, si vous voulez, c'est consommer plutôt des produits de qualité, plutôt avec un recul de réflexion, plutôt que de se jeter sur des produits promotionnels, de vérifier la garantie, la durée de vie du produit. Ça dépend de la nature du produit. Là. Il s'agit souvent de produits, si ce sont des produits informatiques ou autres, de nouvelles technologies. Je crois que la vérification de la durabilité, de la qualité du produit, du fait que ça soit réparable, aujourd'hui devient primordial par rapport à un affichage de prix promotionnel sur une journée ou sur une semaine. Je crois qu'on doit revenir vers des modes de consommation raisonnés. Dernière question, il y a quand même l'aspect promotionnel, on l'a dit, en termes de pouvoir d'achat. Est-ce qu'on peut comprendre quand même que les familles profitent de ces promotions? Voilà, est-ce que le discours du gouvernement n'est pas un peu culpabilisant sur Si ce n'est pas au détriment de la qualité, oui, bien sûr que moi, ce n'est pas les consommateurs que j'incrimine, mais je dis que c'est un phénomène de société. Vous savez, je ne suis pas sûr que les consommateurs, au final, soient toujours bénéficiaires à acheter des produits promotionnels. De toute façon, les fabricants et les distributeurs font des marges sur ces produits et font des marges sur la quantité. Ils espèrent se récupérer sur la quantité, parfois par rapport à la qualité. Donc si c'est ponctuel, pourquoi pas? Si c'était amené à se développer, voilà, je crois que ça serait néfaste pour notre mode de consommation et le fonctionnement de notre société. Merci, Monsieur Gabouty, d'avoir répondu à nos questions. Merci, Fanny. Olivier Cadic. Oui, enfin, moi je suis un petit peu là tout d'un coup déphasé parce que j'arrive de New York, là où j'étais hier, pour 3 jours en mission à l'ONU, où effectivement, aujourd'hui c'est jour férié, demain ce sera le Black Friday, je vois toute cette organisation qui est mise en place. Ça reste une activité commerciale. Noël en est une autre, et je passe, puisqu'il y en a beaucoup comme ça tout au long de l'année. C'est ce qui permet justement aux commerçants de mettre en valeur leur activité, leurs produits. Alors j'entends bien ce que vous dites, j'entends bien ce que disent les gens d'attaque, les altermondialistes. Je veux dire, c'est une rengaine qu'on connaît, donc ils se saisissent d'un prétexte, de quelque chose qui marche bien, pour se faire entendre, parce que je veux dire, d'un point de vue crédibilité, c'est quand même pas terrible. Donc je ne comprends pas du tout, mais vraiment, ce débat. Les gens sont libres d'aller vendredi acheter des produits ou pas. Personne ne les oblige. Et dire qu'ils sont infantilisés parce qu'ils seraient tout d'un coup attirés par des publicités, c'est ce qui générerait leur acquisition. Écoutez, encore une fois, mais absolument, ce n'est pas des enfants. Donc s'ils veulent consommer, ils consomment. S'ils ne veulent pas, ils ne consomment pas. Ils auront Noël dans quelques jours. Alors on va recommencer pour Noël. On va dire qu'il ne faut pas fêter Noël parce que ça génère du transport, puisque c'est exactement la même chose. Donc ça paraît totalement surréaliste. Et honnêtement, puisque je reviens de 3 jours à l'ONU, où on a parlé des problématiques de réfugiés, de gens qui n'ont rien en Afrique, 80% n'ont pas accès à l'électricité, on a des problématiques incroyables. Et s'ils entendaient le débat qu'on a en ce moment, je crois qu'ils seraient abasourdis. Hervé Kempf. Non, il ne serait pas du tout abasourdi, monsieur le sénateur. Par exemple, il y a beaucoup de réfugiés qui sont réfugiés maintenant à cause du changement climatique qui commence maintenant à se produire. Et on ne peut pas avoir, il y a 3 jours, un rapport des Nations Unies, du programme des Nations Unies pour l'environnement sur le Gap Report, je ne rentre pas dans le détail, mais qui dit que les États dépassent totalement les objectifs par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, et les scientifiques et les auteurs de ce rapport ont dit qu'il faudrait diminuer les émissions de 7 à 8%. On est bien au-delà. On ne peut pas d'un côté dire l'ONU c'est formidable, il y a le changement climatique, il faut tous se donner la main, et puis on ne change rien et on continue à faire du commerce. Donc, j'y étais et j'ai discuté justement avec les spécialistes sur ce sujet-là. Il ne faut pas tout mélanger. Quand je parle des réfugiés, par exemple, c'est les réfugiés suite au conflit armé, d'accord ? Par rapport à ceux dont vous parlez, qui sont aussi des extrapolations pour un grand nombre de choses, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Or, j'ai bien compris que sur ce sujet,
changement du commerce, et les altermondialistes cherchent tout le temps à tout mélanger, tous les sujets, pour essayer de diaboliser les gens qui font du commerce librement. On ne diabolise personne. On a bien compris ce discours, et honnêtement, vous ne trompez personne. Ça serait plus simple si excusez-moi, parce que M. Cadic ne m'a pas laissé parler, et donc m'a interrompu. Donc je finis très rapidement là-dessus. D'abord, moi je suis journaliste, et je suis éventuellement écologiste, qui est un petit peu différent des altermondialistes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, hier, il se trouve que justement, j'étais en discussion avec François Gémen, qui est un expert tout à fait reconnu en sciences politiques sur les réfugiés climatiques, et qui dit quelque chose de tout à fait différent de ce que vous dites, c'est-à-dire que même les conflits, maintenant, par exemple, en Afrique centrale, dans le Sahel, en Syrie, commencent à être liés, et les politologues et les spécialistes de la chose militaire font tout à fait le lien entre, là, vous parlez à un spécialiste de la question, entre le changement climatique et, hélas, les conflits et les réfugiés. Et puis je crois qu'il y a une autre manière de faire du commerce, de manière plus respectueuse aussi des droits des travailleuses et travailleurs. Là aujourd'hui, sur un t-shirt qui est vendu 29 €, celui qui va fabriquer ce t-shirt risque d'être rémunéré que quelques dizaines de centimes d'euros. Et c'est ce système-là où on tire sur les prix en permanence pour pouvoir faire derrière des réductions à 80% qui produit des effets sociaux désastreux. Ce qu'ils sont en train de vous dire, c'est que c'est une chaîne, en fait, et que c'est pas... Non, mais vous avez complètement. C'est complètement lié. Vous ne pouvez pas m'expliquer le commerce, si vous voulez. Ça fait quand même juste 35 ans que je suis dans le domaine. Peut-être que Mme Berlingues... Je vais juste terminer, parce qu'il y a différentes manières de faire du commerce, je crois. Aujourd'hui, il y a plus de 500 marques françaises qui se sont déclarées opposées au Black Friday, qui montrent qu'il y a une autre manière de faire et qui ne passe pas par ce système promotionnel. Mais très bien, il y a le commerce équitable, mais très bien, très bien. Yoann Petiot. Oui, je crois qu'il y a plusieurs types de commerce, il y a aussi plusieurs façons de consommer, et je crois que le client n'est pas noir ou blanc, c'est-à-dire, et on est tous autour de la table, j'imagine, à acheter dans nos magasins de proximité. Je crois que le Black Friday, selon les études, devrait se faire quand même à 80% dans les magasins physiques, donc ça veut dire que ça va quand même profiter à l'économie locale. Et je voudrais rappeler que c'est quand même 3,5 millions d'emplois, le commerce en France, que c'est quand même, et que la consommation est quand même le moteur de notre croissance, donc c'est quand même un secteur économique qu'il faut qu'on l'entende. Et puis, je crois qu'un client, c'est pas parce qu'il va acheter un journée une t-shirt ou qu'il va aller dans sa grande surface alimentaire qu'il ira pas chez son boucher de proximité, qu'il ira pas chez son cordonnier. Je pense que tous les clients sont complexes. Vous pouvez acheter en magasin, en ligne. Enfin, aujourd'hui, nos modes de consommation sont divers et multiples. Et je crois que le discours de culpabilité vis-à-vis du consommateur n'est certainement pas le bon. Aujourd'hui, il change déjà son mode de consommation. On le voit. Et si vous parlez aux entreprises, bien sûr, elles vous le diront, elles le voient elles-mêmes. Leur activité baisse. Le modèle économique est en train de changer. Il faut en trouver de nouveaux. Il y a des grandes marques qui essaient de faire de la location, de la seconde main. Il y a aussi la question de comment on produit mieux pour moins produire, comment l'intelligence artificielle peut nous aider justement à moins produire, à mieux produire. Oui, bien sûr, mais ce sont des chaînes de valeur qui sont éclatées à travers le monde avec qui font intervenir à la fois des politiques publiques, des acteurs privés qui sont. C'est un vrai système économique qu'il faut changer. C'est une révolution beaucoup plus large que le simple Black Friday. Mais le Black Friday n'est-il pas anachronique par rapport à tout ça, justement? Mais ça, non, il s'appellerait Black Friday ou autre chose, ou vente privée au mois de janvier, ou Noël, ou une autre promotion. Non, mais les promotionnels, logique. Non, mais c'est vrai que c'est une question qu'on se pose sur un événement comme le Black Friday, mais qu'on ne s'est jamais posé. Par exemple, sur les soldes, on n'a jamais entendu que c'était un problème, cette frénésie au moment des soldes. C'est très récent, ce débat. Les soldes ont une bonne raison, je crois, et M. Petiot peut-être me confirmera ou me démentira, c'est que les soldes, vous finissez les produits qui vous restent de votre dernière collection et vous lancez la nouvelle collection. Donc ça a un sens économique. Alors que là, c'est autre chose. On va susciter en plus un afflux de publicitaires. Il faut en dire un mot. Je suis désolé, monsieur. Ça s'appelle une opération commerciale. J'essaye de finir ma phrase très rapidement. La publicité, on est sujet à énormément de publicité. Donc malheureusement, le consommateur, la consommatrice, et puis plus généralement, parce qu'on est des citoyens avant d'être des consommateurs, on est sujet à des... Les spécialistes disent que j'ai du mal à y croire personnellement, mais 5000 messages publicitaires chaque jour. Donc quand on nous fait répéter depuis 4 jours Black Friday, Black Friday, Black Friday, quand vous vous levez le matin, que vous le vouliez ou non, vous avez ça dans la tête. Ça, on ne peut pas le nier, Olivier Cadic. C'est vrai qu'il y a opération commerciale et opération commerciale. Celle-ci, la promotion, la publicité autour de ce Black Friday est absolument incroyable. Mais quand vous investissez pour un commerce, c'est pour vendre des produits. Et la publicité, c'est un moyen de faire connaître vos produits ou votre société et de vendre vos produits. C'est un
métier, la publicité, c'est un domaine d'activité. Donc qu'on utilise la publicité pour effectivement faire vendre les produits, c'est tout à fait normal. Maintenant, je ne vois pas où est plus le problème par rapport à ce jour spécial, par rapport à Noël. C'est la même logique, avec la même publicité, la même création d'envie d'achat. C'est exactement la même chose. Donc soyons cohérents et disons aussi que, par exemple, l'opération de Noël, c'est insupportable. Allez-y. Absolument. Mais peut-être aussi un mot pour dire pourquoi il y a aussi un intérêt à ce que cette opération soit collective. Parce que concrètement, vous ne m'auriez pas invité sur votre plateau au mois d'octobre ou au mois de septembre parce qu'une enseigne faisait une petite promotion vis-à-vis de ses clients. Donc pour qu'on parle d'une opération commerciale, on ne parle pas beaucoup de commerce dans notre pays. Ce n'est pas une activité qui est très valorisée. Et donc c'est aussi les soldes, c'est aussi l'intérêt des soldes. C'est parce que c'est une opération collective où tout le monde met ses moyens en même temps. Alors à la fois sur le marketing, mais là on en parle parce qu'il y a quand même 2 ministres qui crient haro, qui tapent sur cet événement. Oui, mais parce qu'il y a aussi un contexte politique derrière avec un projet de loi économie circulaire. Enfin, le sujet est beaucoup plus complexe que simplement le Black Friday. Et encore une fois, moi j'aimerais bien savoir ce qu'elles vont dire dans une semaine quand la France sera bloquée et que ces mêmes commerçants qui essaient de travailler cette semaine ne pourront rien faire pendant 5 jours, peut-être plus la semaine prochaine. Donc le vrai sujet aussi, pourquoi c'est une opération collective? Parce qu'une opération collective permet justement qu'elle soit relayée par les médias et par d'autres. Sinon, concrètement, elle perd de son poids. Voilà pourquoi c'est une opération collective et pourquoi on en parle. Flore Bernier. Alors, pour ma part, même si je ne réduirais pas Noël à une fête commerciale, c'est bien autre chose et je pense que c'est important de le rappeler. Malgré tout, nous, c'est un message qu'on tient tout au long de l'année et sur n'importe quel type de promotion, y compris les soldes d'ailleurs, cette idée qu'il faut réduire notre consommation de produits neufs. C'est pas seulement mieux consommer, c'est aussi moins consommer. C'est indispensable, sinon l'équation environnementale ne tient pas. Et donc, pour nous, c'est un message qu'on cherche à faire passer par des mobilisations comme un défi qu'on a lancé qui s'appelle le défi Rien de Neuf, où le but du jeu, c'est de consommer le moins d'objets neufs possible par an, puisque chacun de ces objets va avoir une empreinte environnementale considérable. Et il y a énormément d'alternatives, la location, l'achat d'occasion, le prêt, le troc, l'échange, etc., qui sont en plus, pour certaines, créatrices d'emplois et de beaucoup plus d'emplois que l'achat de produits neufs. Je pense aux activités de réparation, etc. Et donc, il y a une possibilité de faire du commerce, il y a une possibilité de créer de l'emploi et de l'activité localement sans passer par la surconsommation. Alors, est-ce que toutes ces périodes de forte consommation profitent à l'emploi et à notre économie? C'est effectivement pas sûr. Le Black Friday profite en premier lieu à Amazon, qui a donc importé ce concept en France. C'est son plus gros jour de consommation de l'année. Et Amazon détruit plus d'emplois qu'il n'en crée. C'est ce que déclare Mounir Majoubi, député La République En Marche et ancien secrétaire d'État au numérique. Je voudrais qu'on l'écoute et je vous fais réagir après. Oui, elle crée 9000 emplois, mais en même temps, elle fait perdre près de 20 000 emplois à l'économie française. C'est-à-dire qu'elle a beau en créer, par son activité, elle va en détruire beaucoup plus. Le chiffre que je note dans mon étude, c'est près de 8 000 emplois. 8 000 emplois nets qui disparaissent dans l'économie française du fait de son activité. Olivier Cadic, alors c'est une étude de Mounir Majoubi, donc difficile de savoir si elle est complètement juste ou pas, mais qu'est-ce que vous en pensez? Vous l'avez entendu? Vous avez entendu ces chiffres? Là, quand ils sont présentés comme ça, qui pourrait soutenir le fait que d'un côté, on créerait 8 000 et on en détruirait 20 000? On se dirait que la balance n'y est pas. Alors, d'abord, ça se regarde pour l'analyser. Il se trouve que moi, je connais un peu le problème, puisque du Royaume-Uni, je suis dans mon domaine professionnel. Dans l'édition, on voit bien que Amazon a absolument vampirisé tout ce qui est commerce de livres, de produits éditoriaux, et ça pose un vrai sujet, puisque ça, effectivement, ça crée une raréfaction des libraires. D'un autre côté, il y a d'autres avantages, et je peux vous dire qu'en termes d'éditeurs, dans mon domaine, tous ceux qui avant avaient cherché à le faire dans le domaine anglo-saxon avaient toujours échoué, et moi, si j'ai réussi, c'est aussi grâce à Amazon. Donc, l'un va avec l'autre, il n'y a pas de système idéal, il y a des plus et des moins à chaque chose. On peut faire une analyse, regarder, commenter. Après, est-ce qu'on doit interdire Amazon et le commerce en ligne? Ça, c'est un autre challenge. Oui, parce qu'il se trouve que cet après-midi, des militants écologistes ont bloqué un entrepôt d'Amazon, celui de Brétigny-sur-Orge. On va peut-être en voir des images, c'est le plus important de France. Il est ouvert il n'y a pas très longtemps. Et eux, ils dénoncent le projet de loi économie circulaire qui arrive donc à l'Assemblée après avoir été voté au Sénat, qui, selon eux, ne lutte pas contre les dégâts sociaux et environnementaux et de l'e-commerce. Brétigny-sur-Orge, Hervé Kempf, c'est aussi
600 CDI, là, en ce moment, et à terme, dans les 3 ans, 1000 CDI. Alors, le tableau est-il si noir? Faut-il à ce point lutter contre Amazon et l'e-commerce en général? Oui, tout à fait. Je confirme tout à fait l'étude de M. Mounir Majoubi, parce que Reporter, on a fait aussi une grosse enquête au printemps sur Amazon qui confirme tout à fait. C'est pour ça que je reviens un petit peu en arrière. On n'est pas contre le commerce. Personnellement, moi, je ne suis pas contre le commerce et je ne pense pas que les écologistes soient contre les commerces, ni même les commerçants. Ça a du sens et vous l'avez très bien décrit tout à l'heure. En revanche, on détruit des emplois de la même manière que l'agriculture agro-industrielle détruit des emplois de paysans sans arrêt. De la même manière, ces grandes sociétés comme Amazon détruisent des emplois, plus un impact environnemental qui est extrêmement fort. Il y a non seulement Brétigny-sur-Orge, mais un nouveau projet du côté de Nancy, du côté de Lyon. Oui, parce que Amazon se développe. Voilà, il y a à chaque fois des entrepôts énormes de 18 hectares qui vont artificialiser le sol. Et puis Amazon, c'est une évasion fiscale absolument monstrueuse. C'est-à-dire les profits qui sont faits je simplifie un petit peu, en tuant une partie du petit commerce et en détruisant des emplois, va partir au Luxembourg, va partir au Delaware, et ça va être de l'argent qui ne va pas être réinjecté dans l'économie française. Peut-être un chiffre sur ce point. Je crois qu'Amazon, c'est à peu près le même chiffre d'affaires en France que le groupe Fnac Darty, et c'est 2 fois moins d'impôts payés. Yoann Petiot. Non, sur ça, pour le coup, c'est un point sur lequel on se rejoint. C'est-à-dire quand on regarde le modèle économique d'un pure player versus un magasin physique ou même une enseigne de distribution physique, on sait que pour faire le même chiffre d'affaires, il y aura 2 à 3 fois plus d'emplois dans le commerce physique que dans le commerce en ligne. Donc ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en effet, et donc plus la part d'activité va sur le commerce en ligne, plus à contrario, comme on a moins besoin d'emplois pour faire du commerce en ligne, plus on en détruit dans le commerce physique. Mais comment on contrecarre un géant comme Amazon? Le vrai enjeu, et c'est pas bon pour l'écologie, c'est pas bon pour le. Le vrai enjeu, c'est ce que monsieur disait, c'est que les uns et les autres aient des situations de traitement équitables, que ce soit au niveau fiscal, que ce soit au niveau environnemental, que ce soit au niveau des normes en général. Et sur le niveau fiscal, il y a encore un gros travail à faire, en effet, pour que chacun soit face aux mêmes règles. Donc ça, en effet, il y a un vrai problème, mais que ce soit c'est un problème qui est plus large à celui de toutes les multinationales qui ont des techniques d'optimisation qui leur permettent de faire partir leur valeur ajoutée ou leurs bénéfices dans d'autres pays où ils sont taxés à des taux moins élevés. Mais le seul moyen de lutter contre Amazon, Flore Berlingen, c'est de conseiller ce soir à nos téléspectateurs d'acheter responsable, de consommer responsable, d'arrêter d'aller sur Amazon, par exemple. C'est le genre de conseil que vous auriez envie de délivrer? Alors, il y a des choses à faire sur le plan politique, législatif, etc., bien entendu. Mais en attendant, effectivement, à titre individuel, personnel, on peut décider de boycotter Amazon et d'autres plateformes, parce que ce n'est pas la seule non plus en cause. Et surtout, on peut décider de réduire sa consommation, ses achats de produits neufs. Déjà, première chose, se posant tout le temps la question systématiquement de savoir si on a besoin de l'objet ou si on a été finalement un peu pressurisé pour l'acheter. Et s'il n'existe pas une alternative qui consiste à l'acheter d'occasion, ça c'est quand même de plus en plus facile, que ce soit dans des boutiques physiques ou aussi sur des boutiques en ligne qui permettent parfois d'identifier une personne qui peut nous apporter l'objet à proximité. Et puis, toutes les autres possibilités de location, d'emprunt qui se sont aussi beaucoup développées avec des possibilités de services après-vente, de garantie qui sont aujourd'hui tout à fait équivalentes au neuf. Et ça permet de faire des économies pour reboucler aussi avec ce que vous disiez tout à l'heure sur les besoins quand on a des revenus modestes, de profiter promotion. Il existe d'autres manières aussi d'avoir accès à des biens de première nécessité. Il nous reste une minute, pardonnez-moi, Olivier Cadic, au niveau législatif, on est bloqué, on ne peut pas faire grand-chose contre un géant comme Amazon. Mais personne, et d'autres, évidemment. Personne, et d'ailleurs ça a été dit à l'instant, personne n'est obligé d'acheter chez Amazon. Donc encore une fois, c'est un choix. Sur la responsabilité. Mais c'est un choix individuel, ça s'appelle la liberté individuelle. Si on a envie d'aller dans le commerce au coin de sa rue, on a la possibilité. Si on a envie d'acheter des produits du commerce équitable, on le peut. Si on veut acheter sur Amazon, on le peut. Et encore une fois, il faut regarder les choses des deux côtés, parce que là, vous le regardez d'un côté consommateur, mais il faut voir aussi de celui qui est l'industriel ou celui qui crée les produits. Et Amazon et les plateformes permettent de vendre ces produits dans le monde entier et d'aller vers les clients très vite, très facilement. Donc, il faut toujours équilibrer les choses. Mais voyez d'où on est parti. On est parti du Black Friday et là, on est en train tous de se faire Amazon. Eh bien, écoutez, il a une bonne tête aujourd'hui de personnes qui doivent être payées pour le système, si vous voulez, mais ça ne les empêchera pas de se développer. On ne fait personne, on pose des questions. Juste un dernier mot en 5 secondes, Flore. Oui, il est quand même possible de mettre en place des mécanismes qui viennent corriger un petit peu ce qui est le problème aujourd'hui, c'est que
Amazon et d'autres n'internalisent pas le coût environnemental, le coût social, la casse finalement dont ils sont responsables, ils ne l'internalisent pas dans leur propre... Et le message a été envoyé. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce grand débat. Demain, Oriane Mancini, vous la retrouvez à 7h30 comme tous les matins. L'invité politique de Bonjour chez vous sera Karima Delli, eurodéputée Europe Écologie Les Verts. Très bonne soirée sur Public Sénat.